France 24 et Public Sénat présentent Merci de nous rejoindre ici au Parlement à Strasbourg pour notre débat. Et cette semaine, il est consacré à la gestion des flux migratoires éternels, épine dans le pied des 27, incapables depuis des années de s'entendre sur une réelle politique commune en la matière. Énième crise ces dernières semaines entre l'Italie et la France au sujet de l'accueil de 234 migrants coincés pendant des jours à bord du bateau l'Ocean Viking. Le nouveau gouvernement, très à droite, Giorgia Meloni, leur refusait l'accostage et c'est finalement Toulon, pour des raisons humanitaires, qui les a réceptionnés. Alors, en fin de semaine, les 27 ministres de l'Intérieur se réunissaient à Bruxelles en quête de l'introuvable politique migratoire commune. Ils ont mis l'accent sur la coopération avec les pays d'origine et de transit des migrants pour accroître les retours de ceux qui n'obtiendraient pas le droit d'asile. La Méditerranée centrale, l'une des plus dangereuses routes, a été empruntée cette année par 90 000 migrants, soit 50% de plus en 2022. Elle continue à être un immense cimetière des aspirants à l'Eldorado européen. Les principaux pays d'arrivée demeurent l'Espagne, l'Italie et la Grèce, qui se sentent très seuls au front, car le système de répartition des demandeurs d'asile sur la base du volontariat ne fonctionne décidément pas. Et les 27 ont largement accueilli la vague de réfugiés ukrainiens, près de 6 millions fuyant la guerre, sans que cela ne soulève de polémique. Alors l'Europe est-elle capable d'avoir une politique commune migratoire et un droit d'asile qui respecte les règles du droit international? Eh bien, pour en parler, deux eurodéputés, bonjour et bienvenue à tous les deux. Paolo Borchia, élu La Ligue en Italie. Bonjour. Ici au Parlement Identité et Démocratie, votre parti appartient à la majorité de Giorgia Meloni. Et Sylvie Guillaume, eurodéputée socialiste française dans l'opposition à Emmanuel Macron. Alors, comment vous jugez déjà, première en date, donc dernière en date plus exactement, il y en a eu de nombreuses, cette nouvelle querelle italo-française ou franco-italienne, si vous préférez? Écoutez, effectivement, ça n'est pas vraiment une surprise. Les Italiens ont choisi un gouvernement et celui-ci avait prévenu de son attitude. Ce qui est parfaitement dommageable, c'est que ce faisant, l'Italie se met en contravention avec le droit international, puisqu'il y a des règles très très précises sur le sauvetage en mer et donc l'accostage à des ports sûrs. L'Italie est signataire d'une convention qui a été réajustée encore en 2004 et donc théoriquement elle peut être traduite devant la justice internationale. Ce qu'a fait la France, c'est certes plutôt bien, mais qualifier cela d'exceptionnel quand on est soi-même soumis à ces mêmes règles, puisque la France a signé aussi cette convention, je trouve que ça n'est pas à la hauteur. Donc cette crise diplomatique, finalement, ce bras de fer entre ces deux égaux, eh bien, ça fait encore des victimes. Ce sont les personnes qui, à un moment donné, sont prises en otage par cette situation et ça n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Paolo Borchia, votre pays, l'Italie, a en effet bafoué les conventions de sauvetage en mer sur les côtes les plus proches et les règles de l'asile. Vous entendez Sylvie Guillaume, et c'est d'ailleurs ce que les autres pays européens vous ont reproché. Mais, je pense que les choses comme ça ne peuvent fonctionner. Parce que l'Italie, la Grèce, parfois Malte, on était laissés seuls. L'Espagne aussi parfois. L'Espagne aussi, normalement. Cette année, en Italie, on a eu 90 000 personnes arrivées avec les coureurs de la Méditerranée centrale. Et il y a juste 38 personnes qui ont été accueillies par la France. Donc, personnellement, je ne peux pas comprendre parce que M. Macron voudrait parler de coopérer, de solidarité con la France. Bon, vous vous sentez bien seul, c'est ça? Les chiffres sont clairs. 38 personnes, c'est le 0,04%. Donc, si on voudrait parler du mécanisme de solidarité, ça marche. Je pense que c'est la solution. C'est une des solutions. Mais effectivement, il y a quelque chose qui manque. Il manque la volonté de coopération et d'aider les pays qui, à niveau géographique, sont les plus exposés. C'est vrai qu'à la fois, peut-être la relocalisation, ça ne marche pas très bien dans notre France. Et puis alors, l'urgence humanitaire qui a été invoquée, quand on sait qu'il y a des sauveteurs français qui sont accusés d'avoir laissé mourir par négligence 27 migrants dans la Manche en 2021, c'est aussi un peu compliqué, non?
J'allais y venir parce qu'il y a effectivement ce couloir de Méditerranée centrale, mais il y a effectivement ce qui se passe dans la Manche. On pourrait également parler d'autres voies, notamment la voie des Balkans qui s'est maintenant bien constituée. Moi, je considère que ce qui s'est passé dans la Manche et cette absence de sauvetage est extrêmement grave de la part des services de secours britanniques et français. Et c'est extrêmement grave. Et ça plaide, je dirais, pour une chose tout à fait claire. Pour l'instant, nous avons notamment en Méditerranée beaucoup d'ONG qui font le travail qui devrait être fait par l'Union européenne. Ça ne sert à rien de les criminaliser, ça ne sert à rien de dire que ce sont des passeurs. D'abord, c'est faux, ce sont des gens qui sauvent des vies humaines. Pour éviter d'être pris dans cette contradiction, moi je dis qu'il faut revenir à un service, à une mission réellement sous égide européenne de search and rescue, de sauvetage en mer, de manière à ce que ce soit contrôlé, de manière à ce que ce soit pérenne et de manière à ce que la répartition soit effectivement plus facilitée. Et en même temps, la position de l'Italie à l'égard des navires de sauvetage des ONG, elle est soutenue par d'autres pays d'accueil de la Méditerranée orientale, à savoir la Grèce, Malte et Chypre. Ce qui veut dire que l'Italie n'est pas isolée sur cette question-là. Et c'est ces pays d'entrée, d'accueil qui n'en peuvent plus. Entrée. Alors, Malte est un peu à part puisqu'ils n'ont pas signé la Convention Search and Rescue. Mais ils sont effectivement des pays de première entrée. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas été soutenus. Là, c'est un mensonge. Ils ont, y compris en Italie il y a quelques années, pas enregistrer les personnes qui arrivaient sur leur territoire de manière à ce que ces personnes puissent sortir du territoire. Mais il est juste, et ça je ne le conteste pas, que les pays de première entrée sont sous une pression importante et qu'ils doivent être aidés. J'ai été très surprise et plutôt agréablement surprise de comprendre, monsieur, que vous préconisiez plutôt un mécanisme général et contraignant dans l'Union. Très bien, moi je le préconise depuis longtemps parce que je pense que c'est cette forme de solidarité qui doit être entre nous pour que les pays de première entrée ne soient pas seuls devant ce type d'arrivée. Oui, mais justement, depuis 2016, la Commission a présenté des réformes, et justement pour enlever ce mécanisme de Dublin qui renvoie toujours aux pays de première entrée, dont la relocalisation. Ceux qui bloquent, ce sont des pays comme la Pologne, la République tchèque, la Hongrie. Ce sont mais je pense les amis politiques de votre nouveau gouvernement. Je pense que c'est trop facile de dire qu'il y a de pays coupables. La réalité, c'est que je ne vois pas qu'il y a une volonté commune au niveau européen pour trouver une solution de solidarité. Et pourquoi il n'y en a pas de volonté commune au niveau des 27 ? Parce que je pense que la France, l'Allemagne, les autres pays ont de différentes situations à niveau intérieur. L'Allemagne qui en 2015 a accueilli 1 million de réfugiés. Hein. Oui, mais Mme Merkel a choisi qui accueille. On a parlé du chiffre. 90 000 personnes arrivées en Italie cette année, pas dans une autre époque historique. Dans cette année, 38 personnes arrivées en France. Et il y a des autres personnes. Il ne faut pas mélanger les choses. Relocalisées dans d'autres pays, il n'y a pas la solution. Donc, on doit penser que le règlement de Dublin a été pensé dans une autre époque historique. Il y avait des autres problèmes migratoires, des autres chiffres. Mais non, les choses ont changé. Et donc, il faut trouver des différentes solutions. Mais je ne vois pas qu'il y a une volonté. Ce n'est pas juste la Pologne, l'Hongrie. Je pense que c'est trop facile de trouver un coupable. Il faut trouver une solution, pas les coupables. Sylvie Guillaume, il y a un manque de volonté politique, clairement ? Clairement. Absolument, oui, parce que chacun des États a d'une certaine manière des intérêts contradictoires entre les pays qui sont de première entrée, effectivement. On ne peut pas comparer, contrairement à ce que fait Messi. Impossible. Non, c'est possible. Enfin, c'est possible. Ça serait possible si effectivement cette volonté politique et cette mise à plat des problématiques existaient réellement. Mais là, on n'est pas du tout dans ce contexte-là. Et y compris les récents sommets montrent qu'il y a une fin de non-recevoir et une absence de dialogue possible. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on prenne les choses vraiment dès le démarrage avec ce qui pose problème et effectivement qui est en situation d'apporter un certain nombre de solutions. Moi, je ne conteste pas le plan de... Enfin, je ne conteste pas. Je considère que le plan de la Commission tel qu'elle l'a présenté, les 20 mesures qu'elle a présentées s'agissant de la Méditerranée centrale n'est pas mauvais. Le problème, c'est que les mesures qu'elle préconise, la Commission, existent déjà. Donc on peut les empiler, mais s'il n'y a pas la volonté du côté des gouvernements européens d'avancer sur la question des voies légales, sur la question de la répartition solidaire, sur la question de l'accueil, il faudrait également qu'on arrête d'empiler des textes qui n'ont pas besoin d'exister. Le texte sur l'instrumentalisation de la migration, c'est n'importe quoi. C'est accuser
finalement, les victimes devraient être responsables de leurs difficultés et ne pas résoudre la problématique de ceux qui créent l'instrumentalisation. En l'espèce, la dernière fois, le président Loukachenko. C'est absolument idiot et donc on n'a pas besoin de ce genre de texte. Alors, la relocalisation, vous dites ça marche pas, mais en vrai, il y a même certains pays qui veulent pas du tout de la relocalisation, qui se disent que on va mettre plutôt la main à la poche pour les demandeurs d'asile. Les Pays-Bas, le Danemark, la République tchèque proposent ça. Est-ce que vous, une contribution financière pour que vous supportiez mieux sur votre sol 90 000 migrants qui arrivent et qui parfois repartent d'ailleurs, est-ce que c'est une bonne idée ? Il y a le truc qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent en Europe qui n'ont pas besoin de protection parce qu'il y a les citoyens d'Égypte, du Bangladesh, du Pakistan. Donc on est en train de parler des migrants économiques, pas des personnes qui sont à la recherche de l'asile. Donc, il faut... Il y en a également qui viennent pour demander l'asile parce qu'ils fuient la guerre. Mais normalement, dans les dernières années, en Italie, on a eu 90% des personnes qui ont été refusées de la protection internationale. Juste les 10% ont été considérés un migrant pour des raisons humanitaires. Le but, c'est de pouvoir faire le tri sereinement. Mais je pense que le futur, c'est améliorer beaucoup la coopération à niveau international. On ne peut pas penser qu'avec la migration, on va donner des réponses à tous les problèmes de l'Europe et des autres continents. On a vu clairement que les ONG, maintenant, sont un facteur d'attraction pour l'immigration illégale. On a les possibilités, on a les façons pour stimuler le flux légal. C'est la faute aux ONG maintenant que s'il y a autant de migrants, vous les comparez aux trafiquants, c'est ça? Sont un élément qui ne respecte pas les règles. C'est ce que j'indiquais tout à l'heure. Enfin, c'est la criminalisation et l'instrumentalisation. Vous parliez de 90%. Je peux vous citer aussi un autre 90%. C'est que 90% des gens qui obtiennent l'asile sont entrés de façon irrégulière parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité d'entrer de façon régulière. Ça aussi, il faut l'avoir en tête. Oui, mais on est en train de parler d'un autre argument. On est en train de parler de gens qui, à un moment donné, avaient besoin de pouvoir déposer une demande d'asile, qui n'ont pas pu le faire, qui sont donc rentrés de façon irrégulière. Et dans ceux-ci, 90% de ceux qui ont obtenu l'asile étaient rentrés de façon irrégulière dans l'Union. C'est pour ça que j'ai dit que Dublin ne peut pas marcher. Attentive au droit d'asile et à la possibilité de déposer l'asile. Sylvie Guillaume, il y en a pour qui on a peut-être facilité les choses pour les demandes de droit d'asile. Ce sont les réfugiés ukrainiens. L'Europe a accueilli à bras ouverts près de 6 millions de réfugiés qui fuient la guerre. Le deux poids, deux mesures, il est flagrant. Pourquoi est-ce qu'ils sont mieux accueillis, y compris à l'Est? Parce qu'ils sont blancs et chrétiens, très clairement. Je vous laisse cette impression qui a effectivement circulé parmi les facteurs d'explication. On peut ajouter deux éléments à cette appréciation. D'abord, il n'y a pas de pays tampon entre l'Ukraine et l'Union européenne, donc, ce qui n'est pas le cas par exemple pour les Syriens. Et deuxièmement, il y a effectivement la mise en route de la directive de protection temporaire qui a permis d'octroyer effectivement une capacité d'accueil notamment, mais aussi d'accès à un certain nombre de services pour toutes ces personnes. Et ça prouve que les choses peuvent fonctionner. Que si on s'en donne les moyens, si on s'en donne les moyens, si on est organisé, on est en situation de faire face collectivement, y compris à un flux extrêmement important. L'enjeu maintenant, en tout cas, je le pense comme ça, c'est qu'on ne fasse pas un effet cliquet. C'est-à-dire que cette expérience qu'on n'avait jamais menée en 20 ans, qui montre que l'Union sait faire, et d'ailleurs les Ukrainiens vous disent qu'ils pourront repartir, ils ne sont pas là pour rester tout le temps, donc y compris ce mouvement est possible, on a su le faire, et il faut qu'il y ait un effet cliquet pour qu'on puisse le reproduire. Monsieur Borcal, l'Europe, c'est un continent vieillissant, l'Italie aussi d'ailleurs, il y a peu de natalité. Et quand la commissaire suédoise à la migration dit qu'il y a nécessité maintenant de mettre en place aussi des voies légales de migration par rapport à nos besoins en main-d'œuvre. Je pense qu'il y a des autres solutions. Je pense que l'immigration, ce n'est pas la seule solution. Il y a besoin en Europe de compétences, il y a besoin d'aider notre entreprise. Il n'y a pas besoin de l'immigration dans une façon générique. Il faut aider les familles à avoir avec des politiques de promotion à la natalité.
il faut aider les familles européennes. La migration légale peut être une part de la solution, mais c'est évident qu'il ne peut être pas la seule solution. Les migrants économiques, là, il y a plusieurs pays qui peuvent aussi se mettre d'accord là-dessus, parce qu'en effet, l'immigration choisie légale. Entre le déclin démographique et la pénurie de main-d'œuvre, pourquoi les 27, là aussi, ils ont du mal à se mettre d'accord là-dessus, alors qu'ils en ont besoin ? Écoutez, on les a alertés. J'ai été moi-même l'auteur d'un rapport d'initiative sur la migration légale de travail qui a été relayé ensuite par un rapport législatif. C'est dans les mains de la Commission qui connaît parfaitement ces problématiques, qui sait là où sont les besoins et les solutions pour y répondre. Donc on attend effectivement cette possibilité d'avoir l'élaboration de meilleures voies légales. C'est un peu ce qui est testé aussi en France, c'est-à-dire qu'il y a ce qui est en train d'être proposé en France sur ce sujet. Je pense que dans ces cas-là, il faut quand même avoir il faut à la fois avoir une législation européenne qui soit claire, mais après, dans l'appréciation, il faut vraiment être aussi près du terrain sur les besoins. Il faut une alchimie un peu intéressante sur ce sujet. Alors, juste pour terminer, un petit mot quand même de ces pays d'origine et de transit des migrants. On essaye de leur faire, des partenariats avec eux pour qu'ils puissent reprendre ceux qui ne sont pas des réfugiés mais bien des migrants. Est-ce que ça, c'est une piste de réflexion intéressante ? Oui, bien sûr, mais je pense que la priorité devait être d'améliorer la qualité de la coopération à un niveau international. Et si on va penser à combien d'argent nous utilisons pour accueillir les migrants, et nous pensons à l'investissement de la même chiffre dans des actions de coopération au développement, de coopération internationale, je pense que ce sera possible d'arriver à de meilleurs résultats. De meilleurs résultats, eh bien, nous aurons, je pense, l'occasion d'en reparler dans des débats futurs. À niveau de coopération, on peut toujours améliorer. Alors, on essaye en tout cas d'améliorer par nos émissions ces niveaux de compréhension entre les pays membres et aussi les pays tiers. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi sur France 24 et Public Sénat. À très bientôt.